Azul fell-awen deg umaṭṭaf uẓeɣɣuf. Amaṭṭaf donc i ɣ-d-yemmalen i ɣ-d-yessawaḍen isallen tiktiwin i yettilin akkagi di tmetti gar-aneɣ neɣ i d-yusan akkagi autour de nous d wayen i d-heddren akli yimdanen yal ass. Ass-nni n 28 deg wayyur-agi ayyag nella, d ass n waydeg ḍrant ala kulli ḥal aṭas n tedyanin, amana d asmekti n lmut n yiwen seg imusnawen imeqqranen yessawḍen tamurt-nneɣ i en lettre d'or ɣer umaḍal, imi dɣa Kateb Yasin d netta i d-yeǧǧan ungal Nnejma i d-yemlan i Irumyen seg wakken mi nnuhni dɣa ḥeqren-aɣ di lqern d iseggasen-nni iɛeddan imi akken i ḥekmen. Ungal-agi Nnejma yemla-asen-d i Irumyen belli Alezayri, ayen umi semma nnuhni l'homme sous-développé, yezmer ad yif Irumyen ma yesseqdec tameslayt tafransist. Kateb Yasin ihi dɣa yemmut en 89 28 deg waggur n Octobre, mana ur neẓri ara melmi i ilul. C'est un présumé 1929. على خاطر على كل حال Irumyen, leur dernier souci c'est de chercher à inscrire les enfants des autochtones. Leur souci principal c'est d'abord peupler et gouverner en main de fer cette terre, cette trouvaille, ce cadeau offert par le bey et le dey en échange d'une poignée de pièces d'or. Kateb Yasin est né dans une région autre que kabylophone. On peut même dire qu'il n'était pas amazirophone. Lui qui était chaoui n'a découvert la langue amazigh que plus tard dans sa vie. Kateb Yasin se considérait comme né non pas en 1929, c'est-à-dire le jour véritable de sa naissance biologique, mais lors des événements du 8 mai 1945. Il avait à peu près 16 ans. Il avait dit lui-même que je suis né à l'âge de 16 ans. Quelle belle phrase dite d'un homme qui réfléchit tout le temps à ce qu'il dit et qui assume bien entendu ses dires. Ces événements tragiques pendant lesquels des centaines de blessés et des centaines de morts parmi les Algériens ont marqué les consciences et ont donné la preuve par quatre que la France ne nous accordera jamais quoi que ce soit si nous ne lui déclarons pas la guerre sur son territoire, c'est-à-dire en France, et sur nos terres qu'il nous a spoliées, c'est-à-dire la terre algérienne. Kateb Yasin n'avait pas seulement vécu un drame personnel pendant ces heures et ces massacres et ces carnages. D'ailleurs, le ruelle de
Guelma Kharrata et Sétif se sont transformés en véritable boucherie. Une boucherie qui avait provoqué des sillons de sang. Et en plus donc de ce drame national auquel il avait pris part, euh, et dont il a souffert et il souffrira toute sa vie, il avait aussi vécu un drame familial, c'est que sa mère avait été tellement choquée par les événements, il a été torturé et donc avait subi un traumatisme moral que il, il devint folle, donc incapable d'assumer ce qu'il avait toujours été pour Ketebe, cette protectrice, cette mère, cette génitrice, cette confidente et cette personne qui était presque tout pour le grand écrivain, le grand poète, puisque Ketebe n'est pas seulement un écrivain, un romancier, mais il est aussi poète, dramaturge, metteur en scène, journaliste, essayiste et bien entendu un militant politique hors pair. Ketebe Yassine était considéré un peu, à tort ou à raison, comme l'opposant du palais. Peut-être malgré lui. Opposant certes, tout le monde lui concède cette vertu, cette qualité qu'il avait assumée jusqu'à ce qu'il meure. Mais du palais, selon certains, parce qu'il était de gauche, comme le voulait le système de l'époque, donc le système jugeait que malgré toutes les critiques, tous les problèmes, donc tout ce qui se disait de la bouche de Keteb et de ses amis, on ne pouvait pas le neutraliser ni le tuer parce que de toute façon, il était aussi dans la même philosophie politique, c'est-à-dire le communisme ambiant. À la seule différence, c'est Keteb Yassine croyait réellement en le communisme. Les gens de l'oligarchie, qui ne disaient pas qu'ils étaient des oligarques, ne faisaient que tromper le peuple, ne faisaient que faire endormir les populations en leur chantant les vertus du socialisme et les avantages de la dictature prolétarienne, de la justice sociale, cette chimère, cette utopie qui ne se réalisera jamais avec des êtres qu'on appelle les êtres humains. Surtout que dans le monde, ce qu'on appelle le bloc Est, c'est-à-dire tous ces pays qui ont connu le socialisme et le communisme et les révolutions populaires, 50 ans après, nous voyons ce ils sont devenus et surtout combien de comptes dans les banques les plus prestigieuses d'Europe et de Outre-mer possèdent leurs chefs d'hier et d'aujourd'hui. Les leaders, ces gens qui ont chanté la nationalisation des entreprises et de toutes les ressources naturelles, le recouvrement de la souveraineté nationale, rendre le pouvoir au peuple pendant des années et des années, qui sont devenus leurs petits-fils, puisque dans les républiques socialistes et communistes,
la passation, la succession au pouvoir se fait d'une façon héréditaire, c'est-à-dire de grand-père en père et de père en fils. Je ne sais pas exactement ce que pense au fond de lui-même Katib Yassine, mais depuis qu'il a adhéré au Parti communiste algérien, avant au Parti communiste français, parce qu'avant l'indépendance, c'était le Parti communiste français, il a peut-être cru que c'est possible que nous ayons une France, y compris l'Algérie, donc en pensant que l'Algérie fera partie de cette grande nation française qui sera communiste. Parce que l'idéal humain de la justice sociale et du vivre ensemble sans distinction ni de race, ni de niveau de vie, ni de niveau d'instruction, il en a tellement cru qu'il a fallu longtemps, presque toute sa vie, pour se rendre compte de l'impossibilité, de la non-faisabilité d'un tel idéal. Il n'a pas ménagé aucun effort pour justement venir à bout du colonialisme. Sans prendre les armes, il a réellement combattu intellectuellement à travers ses œuvres en parlant justement de toutes les injustices, de toute cette différence entre le colon, l'homme blanc, qui avait le droit à tout, et l'autochtone, qui n'avait le droit à rien, si ce n'est quelques privilèges et en échange de la compromission. Kateb, à travers tous ses écrits d'avant l'indépendance, n'a pas cessé de marteler ces injustices commises par le colonialisme français, tout en déconstruisant l'idée de la nécessité civilisationnelle de la présence française. Il est allé bien entendu jusqu'à dire que nous avons des origines, nous avons eu une civilisation, une langue, une organisation sociale, une société, des rois propres à nous, un territoire, donc tout ce que devait constituer des éléments d'une civilisation. Pour dire aux Français, en langue française, que nous ne sommes pas français, que nos origines ne sont pas les Gaulois. Il avait même critiqué ses pairs, comme Albert Camus et beaucoup d'autres, sur leur non, disons, participation, ou alors leur participation passive, terne, aux côtés du peuple algérien. Il a donc livré sa guerre à lui, mais d'une façon intellectuelle. Il a passé effectivement, après être condamné, plusieurs années dans plusieurs pays européens, mais en continuant à lutter en RDA, en Allemagne et en France, même en Amérique, en continuant à lutter pour un idéal commun, mais pour aussi la décolonisation des pays du tiers. Et c'est peut-être pour ce mérite, ou peut-être pour gérer une certaine conscience, ou alors pour faire montrer une vitrine vis-à-vis de l'opinion internationale, parce que Katib Yassine avait de grands hommes comme amis, et c'était des hommes politiques qui étaient déjà des présidents ou des ministres, ou des diplomates. Peut-être pour ces raisons,
l'oligarchie ne l'avait pas liquidé. Mais il n'était pas aussi tranquille que ça, parce que Keteb, effectivement, avait occupé des postes comme directeur du théâtre régional de Sidi Bel Abbès. Il n'était pas aussi loin des cercles des hommes politiques de l'époque. Mais, opiniâtre qu'il est, critique, acerbe et opposant, farouche à toutes les déviations qu'ont connues le socialisme de l'époque, les gens du système ont réussi à l'éloigner petit à petit jusqu'à donc se débarrasser définitivement de lui. En 66, il a donc écrit Le Polygone étoilé. C'est vrai que Keteb, malgré ses critiques, Keteb aurait pu occuper des postes de responsabilité beaucoup plus importants comme ministre ou ambassadeur. Mais Keteb en lui-même est une preuve concrète, tangible, que l'oligarchie n'avait jamais cru en le socialisme, encore moins en le communisme. Il n'a jamais cru en les hommes qui croyaient en l'idéologie de l'époque, tout en critiquant, donc en essayant d'améliorer. Il n'a jamais cru en l'Algérien qui pouvait porter un plus pour sa société. Finalement, l'oligarchie en Algérie, c'est une caste de 50 000 familles qui ont la responsabilité et la mission précise, c'est celle de maintenir le double verrouillage sur la société pour que l'inertie règne en maître absolu et pour que rien de l'intelligence populaire, du génie du peuple et de la création ne puisse prendre le dessus. Sinon, Keteb aurait pu s'épanouir et s'émanciper politiquement, puisque de toute façon, il était de la même idée. Enfin, je parle du discours officiel, bien entendu. Maintenant, nous savons que personne n'a cru, ne croyait en ce qu'il disait quand les discours pleuvaient comme des cordes de la bouche même des responsables du Kasmat, des Muhafada, du parti et de tous ceux qui voulaient une place dans le sérail. C'était à la mode. Si tu es socialiste, tu es le bienvenu. Sinon, les berbérisants, les socialistes mais critiques du genre trotskiste étaient les ennemis de la République et les bourgeois, les capitalistes étaient bien entendu très mal vus. Mais finalement, ce sont les oligarques, ce sont les gens qui chantaient le socialisme et le communisme qui sont maintenant devenus les plus grands propriétaires terriens, les plus grands industriels, les plus grands importateurs, et donc ce sont eux qui se sont gavés le plus des fortunes nationales et des deniers publics, et donc de l'argent des Algériens. Ketb Yassine, une victime parmi tant d'autres, parce qu'il a réellement cru en son idéologie, en le marxisme-léninisme, il se retrouvera marginalisé, traqué, pour l'empêcher, bien entendu, à faire, par exemple,
le théâtre populaire qui lui tenait tant à cœur. Parce qu'à un moment donné, il a même cessé d'écrire en français pour se reconvertir en l'arabe algérien. Katb Yassine avait compris très tôt, et c'est un mérite inestimable qu'on lui reconnaît, que la politique linguistique adoptée par le système était fausse, était une erreur et une erreur préjudiciable. Plusieurs dizaines d'années plus tard, on se rend compte qu'effectivement, à travers l'école par exemple, que Katb Yassine a raison, à l'instar de plusieurs autres linguistes ou intellectuels, majoritairement amazirs, qui se sont levés pour dénoncer la politique algérienne adoptée par le Sérail. Katb Yassine, à travers la pièce La guerre de 2000 ans, avait bien défini, même s'il a été souvent censuré, avait défini quelle est l'histoire de ce pays, jusqu'à où et quelle époque nous pouvons aller dans le passé, et puis surtout, quelles sont nos références, quels sont nos ancêtres et quelle est la langue première de ces Maghrébins. Mais il n'a pas dit que ça. Il a résumé à travers une seule phrase l'idiotie et les âneries pratiquées par les bricoleurs qui, d'une façon volontaire et qui voulaient sciemment détruire le mental des Algériens en leur disant avec brio, si nous sommes des Arabes, pourquoi nous arabiser? Et si nous ne sommes pas des Arabes, pourquoi nous arabiser? Une trouvaille qui a sans doute ébranlé les mentalités des partisans de l'oligarchie actuelle et du sérail de l'époque. Il a énormément dit de ces belles phrases que, à elles seules, résumaient tout un article. Puisqu'il est poète, c'est normal qu'il en fasse ainsi. Il est donc descendu à partir d'une certaine période dans la rue pour faire le théâtre de proximité avec l'arabe dialectal. Il n'a jamais cessé de brander le slogan « Nous ne sommes pas des Arabes, l'Arabie est loin de nous, nous sommes en Afrique ». Mais il a sans doute prêché dans le désert devant l'entêtement et le, comment dirais-je, et le marzawal au tarot des partisans de l'arabisation à outrance, puisqu'il l'a dit en termes clairs, l'islam politique et l'arabisation de la langue arabe classique, avec la langue arabe classique, sont un leurre et une tromperie. En bon communiste, il a assumé son athéisme devant tout le monde. 60 ans après, des militants sont incarcérés pour leur athéisme. Et des militants sont incarcérés pour leur berbérisme. Et pourtant, ni l'athéisme, ni le berbérisme ne portent atteinte ni à la Constitution, ni à la souveraineté, ni au bon fonctionnement de l'État. Bien au contraire. Quand tu donnes la parole à un athée pour qu'il développe
son athéisme, il peut même se retrouver peut-être seul dans une salle de 5 personnes. Il ne trouvera même pas qui l'écouter. Le berbérisme aussi est une façon de penser. Pour eux, leur langue est en perdition, ils doivent donc militer pour sa sauvegarde et sa renaissance. Ce n'est ni une tare, ni un crime, ni une injustice, ni du racisme, puisque ces militants sont accusés de racisme et de xénophobie. Kate Biassin avait prédit, a été dans l'anticipation de tous ces problèmes. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Et ce petit témoignage, justement, cette vidéo, se veut comme une démonstration simple, logique, mais conséquente de l'impossibilité d'un intellectuel qui s'assume, mais dans un cadre, tout en respectant les lois et bien entendu, et la Constitution. Un intellectuel qui se respecte ne pourra jamais occuper un poste de responsabilité de décision politique. Sinon, Kate Biassin aurait été parmi les premiers et peut-être aurait été l'intellectuel qui aurait géré le mieux et qui aurait marqué peut-être, ou du moins parmi ceux qui auraient marqué le mieux leur époque. Parce que je suis certain que Kate Biassin aime ce pays tellement qu'il en fera de son métier de ministre de l'Éducation, de ministre de la Communication, ou peut-être diplomate émérite, etc., jour et nuit, pour vraiment donner la preuve qu'il porte réellement l'Algérie dans son cœur. Mais si personne n'a pensé à lui accorder un poste, c'est parce que justement, les gens qui distribuaient les postes n'aiment pas, voire même détestent, haïssent jusqu'à la moelle toute personne qui porte en elle les idées progressistes d'émancipation et d'épanouissement du citoyen. Kate Biassin est une preuve concrète que vivre dans son pays, même si tu assumes et tu honores tous tes devoirs, si tu as le défaut d'être opiniâtre, tu seras le mal-aimé. D'ailleurs, on raconte que l'un des chefs a envoyé à Kate Biassin quelqu'un en lui disant écris, versifie et crée tes pièces de théâtre, mais ne critique pas le sérail. Tais-toi, ne fais pas de politique. Comme si Kate Biassin pouvait ne pas faire de politique à travers ses œuvres ou à travers ses romans. Ce chef, bien entendu, si il avait accepté de couper la pomme en deux en accordant le droit à Kate de critiquer, mais à travers ses œuvres, savait qu'à travers l'école, le mal a été si profondément fait que déjà les années 70, les Algériens lisaient pas du tout ou lisaient moins que pendant les premières années de l'indépendance ou avant. Donc, l'arabisation à outrance, l'islam politique, la prolifération des courants islamistes fondamentalistes, l'abrutissement des élèves
et des futurs dirigeants. Donc, puisque les élèves, ce sont les futurs, les hommes de demain. Donc, les, les dirigeants des institutions, ceux qui pouvaient être et qui devaient devenir les cadres de la nation, كتب ياسين أمين يتسقيني إواسيف. C'est comme si on arrosait un fleuve. Ça ne pourra pas apparaître. Mais Keteb a réussi à s'imposer à travers ses œuvres dans ses différentes expressions, puisqu'il n'a pas été seulement un seul homme, mais il a été plusieurs hommes à la fois. Le fait que son fils s'appelle Amazir est une preuve que Keteb Yassine assume, et ce n'est pas n'importe qui, par le fait qu'il n'est pas kabyle. Enfin, un autre kabyle est militant de la cause. Il n'est pas n'importe qui parce que enfin, un autre kabyle a écrit en français, et quel roman, Nejma, ce roman, cette œuvre romanesque, mais qui ressemble tellement à cette réalité très proche de ce grand homme qu'on dirait une autobiographie. Mais une poésie si fine, si complète, si achevée que c'est un roman éternel. Un homme complet parce qu'il était nationaliste, il était patriote, il était savant, il était conséquent et lucide. La poudre de l'intelligence. Pourquoi empêcher le savoir? Mohamed prend ta valise, c'est aussi un message pour tous ces immigrés qui ont été en déroute à cause d'une politique française discriminatoire, malhonnête et puis ingrate à toutes ces forces ouvrières qui ont servi la France. Et pourtant, tout ce que la France leur a réservé, c'est le départ, c'est la chasse à l'homme pour qu'ils retournent chez eux. Et puis, l'homme aux sandales de caoutchouc, l'ami de l'autre continent, communiste aussi, qui ont, eux au moins, malgré le prix fort, mais eux au moins, ils ont construit leur pays, ils sont devenus une puissance. La Palestine trahie, c'est aussi une prise de position très forte en faveur des peuples opprimés et de toutes les guerres inégales, puisque devant le juif, le sioniste, ultra armé, le palestinien n'avait que de pierres à jeter. Surtout qu'il est très mal accompagné par les pays, entre parenthèses, amis, c'est-à-dire frères, donc les pays arabes. Donc, Keteb Yassine, en bon intellectuel de son époque, il n'avait pas hésité à prendre position en faveur de toutes les causes justes. Si au moins un ou deux ou trois de tous ces intellectuels de maintenant, actuellement, qui pensent être les héritiers de la pensée de Keteb Yassine, avaient assumé, ne serait-ce qu'un instant, à travers un seul article, leurs idées, leurs véritables convictions de militants de progrès, de militants pour le changement. Il aurait ressemblé le temps d'une journée, le temps d'un article, le temps d'une émission télévisée à ce grand homme
qu'ils carroient, eux, comme étant une référence, surtout qu'ils carroient les enfants spirituels de Katbiasi. Un jour viendra peut-être quand nous serons enfin libérés et que la liberté d'expression retrouvera un certain terrain d'expression. Tous ces gens-là viendront dire nous sommes comme Katbiasi, nous sommes sur sa voie. Mais ça va être trop tard parce que Katbiasi a osé prendre des positions et à les assumer sous le colonialisme français puisqu'il a été torturé alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Sous la dictature des gens du Sérail qui sont devenus maintenant des oligarques avec lesquels et pourtant il partageait le même idéal dans le discours, il a été traqué, marginalisé, agressé et chassé jusqu'à même quitter le pays. Il est mort à Grenoble, en France. Il a effectivement sillonné plusieurs villes européennes à la recherche d'un endroit serein où écrire et puis surtout en plaidant la cause de l'Algérie, mais l'Algérie à laquelle il n'a jamais cessé de rêver, celle de l'entraide, le vivre ensemble et la liberté, les droits de l'homme et bien entendu la reconnaissance de toutes les parties constituantes de la société algérienne, c'est-à-dire les Chaouis, les Kabyles, les Mouzabites et les Touaregs, qui sont bien sûr les Chinouis et les Chleuhs, qui sont actuellement lésés dans leur identité, dans leur histoire. Les seuls que l'oligarchie a reconnus, ce sont les Arabes, qui sont certes nos frères, nos compatriotes, mais ils ne sont pas les seuls. Donc personne n'a le droit d'accorder la citoyenneté à une catégorie de la société et de la refuser à d'autres. Et puis, cette autre communauté qu'on ne peut pas nommer, parce que nous n'avons pas le droit, sinon Qarah dit, nous allons dormir dans les prisons, qui sont réellement les véritables oligarques, dont l'ethnie est connue par tous. Katbiasi, pourtant il n'avait aucun intérêt. Tous les communistes de toutes les époques étaient contre les langues locales, étaient contre ce qu'on appelle les minorités ethniques. Katbiasi, en lucide, en homme pragmatique et perspicace, savait que le véritable communisme ne pouvait pas se réaliser comme le voulait Staline et que c'est une erreur et la preuve est là. Regardez où nous en sommes. Qu'il fallait accorder la liberté d'expression à toutes les minorités, à toutes les communautés. On ne peut pas imposer une seule langue, une seule religion, un seul drapeau, une seule terre, une seule façon de voir les choses, une seule politique agraire, une seule politique industrielle, surtout pour un pays aussi grand que certaines nations, par exemple comme l'URSS, comme la Chine, comme l'Algérie, qui était dans le bloc Est, mais qui avait une très très grande superficie. L'erreur, c'était la centralisation de la décision politique. Si Keteb avait le droit à la parole, il aurait dit accorder des droits pour les régions. Chacun dans sa région, c'est lui qui sait comment irriguer, comment planter,
comment greffer, comment récolter, quand est-ce qu'il faut construire, quand est-ce qu'il faut fabriquer, quand est-ce qu'il faut construire telle école selon tel projet économique et bien entendu essayer d'harmoniser les rapports sociaux entre toutes ces différentes régions dans le cadre d'un État-nation, mais en harmonie avec ses éléments constitutifs. Le bricolage pour certains et la mauvaise foi de beaucoup, et bien sûr la préméditation sournoise et mal intentionnée des gens de la décision ont fait que Kate Biassin n'a pas réussi à imposer les réformes qu'il a longtemps chantées et longtemps développées à travers ses romans, ses thèses et ses interventions. Il est mort en 1989 et heureusement qu'il n'a pas vu le multipartisme, il aurait été sans doute beaucoup plus malheureux. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu, c'est encore un adage d'actualité qui est aussi valable pour beaucoup, mais aussi pour Kate Biassin, même si je suis certain qu'il devinait ce qui allait se passer avec l'ouverture démocratique de certains camarades à lui appelés le chahut des gamins, c'est-à-dire le 5 octobre 1988, qui effectivement était comme une montagne qui accouchait d'une souris. Il n'avait pas assisté, mais il était quand même, plutôt, il a vécu l'événement, mais il n'a pas assisté à l'ouverture politique, à tous ces dizaines et des dizaines de partis politiques fantoches, insignifiants, qui ne pesaient pas, qui sont composés d'élites préfabriquées qui pensaient représenter la société, mais finalement ne pensaient qu'à leur petite personne. La preuve est là, nous en sommes dans une réalité triste, regrettable, et sans doute qui a fait souffrir jusqu'à même jusqu'au jour où il est mort, le feu Kate Biassin. Lors de son enterrement, pour terminer, les gens qui croyaient en le même idéal que lui avaient chanté l'Internationale. En communiste convaincu, Kate Biassin n'a jamais caché ses convictions. En intellectuel affranchi, en amazigh qui s'assume et en algérien qui pense qu'1 million et un demi-million de shahids ne se sont pas battus pour rien, ne se sont pas battus contre l'une des plus grandes forces coloniales au monde pour qu'on puisse être réduit au servage par ceux qui étaient sur la même rive que nous, c'est-à-dire des colonisés comme nous, comme le groupe de Oujda. Ainsi, Keteb a vécu en berbère, a parlé en amazigh et a écrit en africain du Nord, jusqu'au jour où il nous quitte pour nous laisser un gisement intarissable pour lequel la moindre des choses, c'est de lui rendre hommage et de lui dire merci monsieur pour tout ce que vous nous avez légué, parce que les hommes, les véritables, c'est aussi l'écriture assumée, l'écriture engagée. Kate Biassin était un véritable homme engagé et تلوث
وراو نتللي إمي دغا كراسن كاتب ياسين غير ثروة نتمورثا أكن يبغو يلي وين سوايس يتامن خاص لما نك ورومين غير سوين يومن أد قيمة au nom de la démocratie, au nom du bon sens et du mérite et de la reconnaissance. Je dois reconnaître que cet homme fut un repère, restera une référence et à jamais il demeurera dans nos cœurs à travers tout ce qu'il a laissé jusqu'à la moindre parole de ce répertoire qu'on ne pourra jamais réellement compter complètement, tellement chaque fois qu'on fréquente des gens qui ont eu la chance de vivre à ses côtés, c'est-à-dire de partager quelque chose avec lui, ils nous racontent, ils nous font part des anecdotes, des plus belles que les précédentes, tellement cet homme, c'est-à-dire ce Katb Yassine, était sur tous les terrains. C'était comme si il ne dormait pas. Et par là, je dirais, c'était comme s'il savait que, comme les Américains, il savait et il pensait que la vie est faite pour être vécue, qu'on aura tout le temps de dormir une fois mort. Et il avait effectivement une vie pleine parce qu'il en a profité de tous ces instants. Parce que sinon, un homme à lui seul n'aurait pas réussi à faire autant s'il n'avait pas compris par son génie qu'il fallait exploiter tout le temps, y compris le moment du sommeil. Donc, هذه فوق دي تلويث تنمير تنون ارتكل تنمير